sommes à Brétigny. Dans 200 mètres, au rond-point du centre Essonne, prendre la première sortie sur avenue de la Maisonneuve. Au rond-point, prendre avenue de la Maisonneuve. Dans 200 mètres, au rond-point de Vers-le-Grand, continuez tout droit pour rester sur avenue de la Maisonneuve. Brétigny se trouve au sud de Paris, au sud de la nationale 104. Dans 200 mètres, au rond-point de Beaulieu, prendre la deuxième sortie sur D19. Au rond-point, prendre D19. Continuez sur D19 pendant 800 mètres. Dans 500 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D19. En face, il y a Amazon. Amazon à Brétigny-sur-Orge. Ça, c'est Amazon en face. Au rond-point, prendre D19. Continuez pendant 5 km.
Radar fixe à 500 mètres. Radar fixe à 300 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Dans 500 mètres, prendre N104 vers A6, Lyon, Évry légèrement à droite. Prendre N104 légèrement à droite, puis rejoindre N104. Continuez sur N104 pendant 16 km.
Radar fixe à 100 mètres. Là, on est sur la A6. Radar fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres.
3 km, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A1, A4. Radar fixe à 1000 mètres. Radar fixe à 500 mètres. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie N104 en direction de A1, A4. Radar fixe à 100 mètres. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie N104. Continuez pendant 1,5 km. Dans 600 mètres, utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie en direction de N104. Utilisez les deux voies de droite pour prendre la sortie en direction de N104.
Utilisez n'importe quelle voie pour prendre la sortie N104 en direction de A1, A4. Dans 600 mètres, utilisez n'importe quelle voie pour prendre la sortie N104 en direction de A1, A4. Radar mobile à 1000 mètres. Utilisez n'importe quelle voie pour prendre la sortie N104. Continuez pendant 14 km. Radar mobile à 500 mètres. Radar mobile à 100 mètres.
Radar fixe à 500 mètres. Radar fixe à 300 mètres. Radar fixe à 100 mètres. Dans 3 km, prendre la sortie 17B vers Nancy, Ozoir-la-Ferrière. Dans 600 mètres, prendre la sortie 17B vers Nancy, Ozoir-la-Ferrière. Prendre la sortie 17B, puis rejoindre N4. Rejoindre N4, puis vous arriverez à destination.
aller à Strasbourg. Ok Google, écoutez les informations. Voici les dernières actualités. Selon France Info, le flash, aujourd'hui à 10h21. France Info, le fil info de 10h20. Les États-Unis craignent une attaque iranienne imminente contre Israël. Avec plusieurs pays européens, ils appellent Téhéran à y renoncer. Mais l'Iran, de son côté, rejette cet appel. Son président affirmant que son pays avait le droit de répondre à toute agression contre lui. Le régime iranien accuse Israël d'avoir assassiné sur son sol le chef du Hamas palestinien il y a 2 semaines. En Grèce, le corps d'une femme d'une 60aine d'années a été retrouvé dans une usine de la banlieue nord d'Athènes ce matin. C'est la première victime du puissant incendie qui menace la capitale grecque depuis 3 jours. Alors que Kiev poursuit son offensive dans la région de Koursk en Russie, Vladimir Poutine promet d'expulser les soldats ukrainiens installés dans la zone depuis une semaine. Plus de 120 000 civils ont dû évacuer d'une trentaine de villes et villages. Le passage de relais est désormais validé. Après les Jeux Olympiques de Paris 2024, le drapeau olympique est arrivé à Los Angeles hier, porté par la maire de la ville, Karen Bass. C'est à elle désormais que revient la tâche de rivaliser avec Paris en organisant les prochains JO dans 4 ans. France Info. Selon RFI, Journal Monde, aujourd'hui à 5h12. Vous écoutez RFI, les 5h à Paris, 3h en temps universel. Andréane Mella.
Bonjour à toutes et à tous. À la une, Israël toujours sous la menace de représailles de l'Iran et de ses alliés. Ces menaces ont pris hier une nouvelle tournure avec cette annonce des États-Unis. Washington affirme qu'une attaque iranienne significative contre l'État hébreu pourrait intervenir dès cette semaine. On va faire le point aussi dans ce journal sur l'incursion terrestre de l'Ukraine en Russie. Les versions sur la situation diffèrent entre Moscou et Kiev, vous l'entendrez. Les incendies continuent en Grèce, dans la région d'Athènes. Et puis au Kenya, le nouveau procès du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie. Il est entendu depuis hier pour homicide involontaire. Les États-Unis ont mis en garde hier face à une attaque iranienne significative qui pourrait intervenir dès cette semaine contre Israël. Et Washington s'est joint à une demande similaire d'autres pays européens, celle d'appeler Téhéran à renoncer à cette attaque. La menace de représailles de l'Iran, du Hezbollah libanais et du Hamas plane depuis plusieurs jours maintenant. Et cela après la mort de plusieurs hauts commandants. Le Hamas qui a annoncé Radar fixe à 1000 mètres. que ces combattants avaient tué un otage et blessé deux autres dans deux incidents séparés dans la bande de Gaza. Une centaine de personnes sont toujours aux mains du mouvement islamiste depuis le 7 octobre et l'attaque sanglante qu'il a menée sur le sol israélien. Point de départ ensuite d'une opération militaire meurtrière de l'État hébreu dont l'enclave palestinienne. Opération Radar fixe à 500 mètres. Qui se concentre en partie sur le sud du territoire et la grande ville de Khan Younes. Les ordres d'évacuation se multiplient sur place ces derniers jours. Des dizaines de milliers de familles ont dû aller trouver refuge une fois de plus au nord de l'enclave. Témoignage recueilli. Radar fixe à 100 mètres. Dans la bande de Gaza par Rami El-Meghari avec Muriel Paradou à Jérusalem. Bessam Tamboura, 13 ans, lave son linge dehors. Elle et sa famille viennent d'installer leur tente le long de la rue Salah qui traverse la bande de Gaza du nord au sud. Elle vient d'Hamad, un quartier de Khan Younes qu'elle a dû fuir avec ses proches pour rejoindre le centre du territoire palestinien. Je vivais à Hamad. On vient juste de s'installer sur la route Salahuddin. Mais en fait, on a été déplacés tous les mois. On est venu ici car il n'y a aucun endroit sûr. Zaki Sobo, un jeune homme tout juste marié et père d'un bébé de 4 mois, vient d'installer sa tente sur un terre-plein au milieu de la route Salahuddin. Pour le bien de mon bébé, on a demandé à des écoles de nous abriter, mais en vain. Elles ont refusé. Cette tente, on l'a ramenée d'où on vivait, à Hamad. Hier, un camion a presque failli nous écraser. La précarité et l'insécurité. Les Gazaouis sont exténués de devoir se déplacer sans cesse, comme Mahmoud Ebès qui crie sa colère. C'est la 12e fois qu'on est forcé de partir. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza. On nous ordonne d'aller quelque part et soudainement on nous dit qu'il faut repartir. Quand j'ai été déplacé récemment, j'ai dû payer $300 pour le trajet. Où est-ce que je peux trouver l'argent ? Je ne suis resté à Hamad qu'un mois. J'en suis reparti parce qu'un missile était tombé dans notre quartier. Ces derniers jours, plus de 75 000 personnes, selon l'ONU, ont été déplacées dans le sud-ouest du territoire palestinien. Rami El-Meghari dans la bande de Gaza, Muriel Paradou à Jérusalem, RFI. Et dans ce contexte de forte tension dans la région et de crainte de représailles sur Israël, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a demandé hier à ses ressortissants de quitter le Liban immédiatement, évoquant une situation extrêmement dangereuse dans la région. L'Ukraine dit contrôler 1000 km² de territoire en Russie, dans la région de Koursk, théâtre d'une incursion menée par Kiev depuis une semaine, et les opérations continuent avec, assure Oleksandr Syrski, le commandant de l'armée ukrainienne. Une déclaration mesurée hier par Moscou et le gouverneur de cette région de Koursk qui assure lui que les gains de territoire ukrainien se comptent sur une quarantaine de kilomètres de largeur. Une semaine après le début de cette incursion terrestre ukrainienne, d'autres régions russes sont en tout cas sous pression. On fait le point avec Mathis Limanov. Les gains territoriaux sont de 1000 km selon Kiev, beaucoup plus qu'annoncé par Moscou. Dans la région de Koursk, des milliers de soldats ukrainiens sont à la manœuvre alors que la pression s'accentue sur la région voisine de Belgorod. La zone est bombardée par l'armée ukrainienne. Dans son message quotidien, Volodymyr Zelensky assume vouloir retirer les forces russes. Elles progressent toujours dans le Donbass. L'objectif est aussi de transférer la guerre sur le territoire russe. Face à cette situation, les évacuations de civils se poursuivent. Déjà plus de 120 000 ont quitté les deux régions. D'après Moscou, l'incursion a fait au moins 12 morts parmi les civils, 121 blessés dont 10 enfants.
Vladimir Poutine a réagi lors d'une visioconférence avec les gouverneurs des régions frontalières. Il liste les objectifs: expulser l'ennemi du sol russe et assurer l'étanchéité des frontières. Pour Vladimir Poutine, l'armée ukrainienne cherche à semer la discorde dans la société russe. Il accuse Kiev d'exécuter la volonté des Occidentaux qui tentent de déstabiliser la Russie. Mathis Slimano, en Grèce, la région d'Athènes, toujours ravagée par les flammes, jusque dans les banlieues nord-est de la capitale grecque. Le feu est parti ce week-end. Depuis, des milliers de personnes ont dû évacuer et des centaines de pompiers luttent contre les flammes. La Grèce a lancé hier un appel à l'aide aux pays de l'Union européenne, appel auquel ont répondu la France ou encore l'Italie et la Roumanie. La Turquie également a annoncé fournir de l'aide. En Tanzanie, le principal parti d'opposition appelle à la libération de plusieurs de ses responsables, et cela après une vague d'arrestations dans le pays, notamment celle des dirigeants de ce parti. Chadema interpellé hier juste avant une manifestation organisée à l'occasion de la Journée internationale de la jeunesse à Mbeya dans le sud-ouest du pays. À quelques mois des élections locales prévues en Tanzanie, les organisations de défense des droits humains dénoncent des détentions arbitraires et un retour aux pratiques autoritaires de l'ancien président John Magufuli. Les ventes d'armes offensives vont reprendre entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. La fin d'un blocage des ventes de plus de 3 ans dû à l'époque aux préoccupations quant à la situation humanitaire au Yémen. Sur ce laps de temps, seules des armes défensives étaient fournies et selon Washington, Riyad a respecté les termes de l'accord, ce qui permet aujourd'hui ce dégel. Les explications de Loubna Daki. Washington avait suspendu la vente d'armes offensives à l'Arabie Saoudite pour mettre la pression sur Riyad dans sa guerre au Yémen. L'administration Biden avait évoqué des préoccupations relatives à la situation humanitaire et à d'éventuelles violations de droit international après d'intenses bombardements qui avaient fait un grand nombre de morts parmi la population civile yéménite. Aujourd'hui, le département d'État américain estime que la situation a changé, que l'Arabie Saoudite a respecté les conditions imposées dans le cadre d'une trêve obtenue par l'ONU en 2022 et que donc les ventes d'armes peuvent ainsi reprendre, même si tout transfert d'armement sera fait au cas par cas, a précisé Washington, et tout contrat devra suivre la procédure habituelle et être approuvé par le Congrès. Le porte-parole du département d'État a insisté sur le fait que Riyad reste, je cite, un partenaire stratégique proche, un partenariat que les Américains disent vouloir continuer à renforcer. À New York, RFI. Les États-Unis où Donald Trump et Elon Musk discutent en ce moment en direct sur X. Le patron du réseau social, également patron de Tesla et de SpaceX, a invité l'ex-président américain et actuel candidat républicain à la prochaine présidentielle américaine dans le contexte de la campagne en cours pour ce scrutin. Une interview réalisée sans scénario prédéterminé, sans limite sur les sujets abordés et qui devrait être très divertissante, avait assuré Elon Musk. L'échange a en tout cas démarré avec 40 minutes de retard en raison de ce qu'Elon Musk a présenté comme une cyberattaque massive. Au Kenya, le retour aux tribunaux cette semaine du pasteur autoproclamé Paul Mackenzie. Il avait déjà comparu pour des faits de terrorisme. Depuis hier, il répond à des accusations d'homicides involontaires aux côtés de ses 93 co-accusés, des fidèles de sa secte, l'Église internationale de Bonne Nouvelle. Plus de 440 corps avaient été découverts dans la forêt de Chakaola depuis le début des fouilles en avril 2023, présumés être des adeptes de la secte évangélique. Ils étaient incités à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. À Nairobi, Albert Tiroir. Cette affaire concerne l'exploitation de la foi, l'érosion de l'humanité et le coup glaçant d'un dévouement aveugle. C'est dans ces termes que l'équipe des poursuites publiques a ouvert le procès hier au tribunal de Mombasa. Les 94 personnes inculpées, dont le pasteur Mackenzie, sont accusées d'avoir pris part à un pacte de suicide qui incitait à jeûner jusqu'à la mort pour rencontrer Jésus. Les enfants d'abord devaient mourir de faim, puis leur mère et enfin leur père. Les rapports d'autopsie ont montré que certaines victimes présentaient des signes d'étranglement, d'étouffement, de coups. Les accusés ont été inculpés pour 238 cas d'homicide involontaire concernant des adultes dont les dépôts ont été retrouvés dans la forêt de Chakaola. Ils ont tous plaidé non coupables en janvier. Le bureau des poursuites publiques a annoncé avoir rassemblé 90 témoins pour ce procès. Des premiers témoignages vont être entendus cette semaine, puis une nouvelle série d'audiences est déjà prévue début septembre. Paul Mackenzie et ses co-accusés sont aussi visés par 3 autres affaires dans différents tribunaux pour meurtre de mineurs, pour des faits de terrorisme et enfin de torture et cruauté sur enfants. Alban Tiroir, Nairobi, RFI. Et puis en cyclisme, la suite du Tour de France chez les dames. Première étape hier aux Pays-Bas entre Rotterdam et La Haye. C'est justement la néerlandaise Charlotte Kool qui l'a emporté. C'est sa première victoire sur le Tour aujourd'hui. Deuxième étape entre Dordrecht et Rotterdam.
selon RTL Le Journal, aujourd'hui à 10h03. Sur des sujets qui ont marqué l'actualité de ces derniers mois, sujets évoqués dans le podcast Tout savoir sûr, que vous retrouvez très facilement sur le site rtl.fr ou encore notre application RTL. Ce matin, on va s'intéresser à la transparence des salaires entre hommes et femmes, alors que 6 Français sur 10 se disent prêts à dévoiler ce salaire. On en parle avec Aude Vernuccio. Et toi, tu gagnes combien? Cette question, vous êtes 60% des Français à être prêts à la poser à votre voisin de bureau. Vous savez, celui qui sort d'une grande école mais qui est arrivé dans l'entreprise juste après vous. Les jeunes générations veulent plus de transparence d'après une étude menée par YouGovPortalent.com. Un sujet d'autant plus tabou que les hommes gagnent en moyenne 25% de plus que les femmes. Et ce chiffre a poussé Élise Bordet à fonder l'association 2082 pour former les femmes à négocier leur salaire. Elle explique pourquoi parler d'argent est encore si difficile de manière générale dans la société française. Alors il reste beaucoup de tabous dans l'entreprise. Originellement, il y avait le côté avarice, les péchés capitaux. Il y a une notion morale derrière, c'est-à-dire que ça fait vulgaire de dire son salaire, de dire j'ai été demandé une prime. Nous, on a une espèce de mythe de ah là là, il faut pas dire qu'on travaille pour de l'argent. Enfin, ça se saurait. Je pense qu'on a tous plein d'idées de loisirs autres. Donc l'argent et le travail, c'est une source d'émancipation formidable et qu'il ne faut pas en avoir honte. Selon les chefs d'entreprise, il y a un changement de paradigme avec la génération Z. On voit des jeunes candidats qui, dès l'embauche, veulent connaître leur salaire, les fourchettes de rémunération et sont en mesure de mener une négociation. Alors si ce tabou de l'argent est assez français, il est en revanche doublé d'un stéréotype plutôt planétaire pour les femmes. On estime que l'égalité des salaires sera atteinte, tenez-vous bien, en 2082, d'où le nom de l'association d'ailleurs. Oui, le fossé est considérable et cette inégalité de traitement, elle se retrouve dès le bac à sable, d'après le bar. Selon RTL L'Angleco, aujourd'hui à 7h52. RTL Matin. La chronique éco avec vous, Pierre Herbulot, ce matin. Bonjour. Bonjour à tous. Pierre, on s'intéresse à la baisse étonnante de consommation de vin rouge, révélée par les chiffres du panéliste Circana, spécialiste des données supermarchés. Moins 6,5%. Les ventes de rouge se sont tout simplement écroulées depuis l'an dernier. Autrement dit, c'est encore plus impressionnant, c'est 24 millions de litres de vin rouge qui sont restés dans les rayons, donc 30 millions de bouteilles. Considérable en effet. Résultat, le blanc, le rosé sont en train de gagner du terrain. Oui, à eux deux, ils pèsent désormais 58% des ventes contre 42% pour le vin rouge, couleur préférée des Français, mais c'est de moins en moins vrai. Si on remonte à 2010, c'était le rouge à lui tout seul qui pesait 58% des ventes, une dégringolade. Mais attention, une baisse de consommation peut en cacher une autre. C'est-à-dire, le rouge n'est pas en fait le seul à souffrir ? Non, les 3 couleurs sont en perte de vitesse, même si c'est moins grave pour le rosé, moins 3%, et surtout pour le blanc, quasi stable, avec moins 0,2% de ventes sur un an. Alors ça mérite une explication, Pierre, c'est structurel comme on dit ou conjoncturel ? Un peu des deux. Le structurel, c'est très ciblé sur le vin rouge. Je vous parlais de 2010, mais si on remonte 60 ans en arrière, c'est encore une autre histoire. 1960, Charles de Gaulle est président de la République, les Français roulent en Dauphine, en 2 chevaux, et ils consomment 120 litres de vin par an, contre 36 aujourd'hui, près de 4 fois plus. Il faut se remettre dans le contexte. Le vin se boit quasiment comme de l'eau, il est même recommandé par certains médecins. Un vin doux est un vin qui sait qu'il vraiment a indiqué chez le convalescent pour essayer de remonter un peu leur état de fatigue, de faiblesse. Le champagne est un vin indiqué chez les gens qui ont le cœur fatigué, chez les cardiaques. Le vin est carrément servi dans les cantines pour les enfants jusqu'en 1956. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Vive le vin. Ouais, attention, on sait aujourd'hui que l'abus d'alcool, on rappelle ce chiffre, fait 49 000 morts tous les ans en France. Chiffre du ministère de la Santé, les campagnes de prévention sont légion. L'alcool, c'est 2 verres par jour et pas tous les jours. La pub est encadrée. L'explosion des foyers monoparentaux n'arrange rien. Le vin se boit rarement seul. La disparition du vin de table entraîne en plus une perte de transmission parent-enfant, croit savoir un représentant de la filière. Radar mobile à 1000 mètres. Cette fracture générationnelle se retrouve effectivement dans les chiffres.
Ces 10 dernières années, la consommation de vin baisse d'1% seulement chez les retraités, mais de 7% chez les 18-35 ans. Mais Pierre, pourquoi est-ce que le rosé et le vin blanc souffrent moins que le rouge? D'abord parce que c'était le plus consommé et de loin, il avait donc plus à perdre. Ensuite, radar mobile à 500 mètres. Il est associé à la viande rouge. La consommation de bœuf a baissé de 19% en France depuis 2003. C'est quelques parts de marché en moins. Il a ensuite l'image d'un vin plus fort, plus alcoolisé et donc moins bon pour la santé. Le réchauffement climatique complique radar mobile à 100 mètres. Davantage les choses. Les fortes chaleurs créent des reports vers le blanc et le rosé. Oui, à l'exception de cette année, le rosé d'ailleurs, c'est le vin qui a le vent en poupe. Oui, 36% des ventes aujourd'hui, et pas seulement l'été, toute l'année. Vin météo-sensible, associé à la fête, le rosé est jugé plus accessible aussi par les trentenaires qui le préfèrent aux autres couleurs. Il pourrait détrôner le rouge à court ou moyen terme. La filière travaille en plus depuis quelques années à une montée en gamme pour corriger son point faible, les restaurants hors terrasse d'été. Alors, il y a de quoi s'inquiéter pour la filière vin, toutes couleurs confondues d'ailleurs? Tout dépendra du comportement de la génération Z, les majeurs d'aujourd'hui. Ils semblent préférer les boissons peu alcoolisées comme la bière d'après la filière. Mais quoi qu'il arrive, le paysage viticole va connaître un bouleversement dans les décennies qui viennent avec le réchauffement climatique. D'après une étude publiée dans la revue Nature, d'ici la fin du siècle, il ne sera plus rentable de faire du vin en Espagne, en Italie, en Californie, en Grèce et dans le sud de la France. Les chercheurs estiment que les pays les plus favorables dans quelques années seront l'Angleterre, le Danemark, la Pologne ou encore la Biélorussie. L'Angleco a consommé, lui, sans modération avec vous, Pierre Herbeau, ce matin. Selon BFM, invité Good Morning Business, aujourd'hui à 9h22. BFM Business et RMC Découverte présentent Good Morning Business, la matinale de l'économie. Bonjour à tous, il est 6h58, vous êtes bien sur Good Morning Business, la matinale de l'économie en direct jusqu'à 9h. Et à la une aujourd'hui, ce grand rendez-vous aux États-Unis, l'interview de Donald Trump par Elon Musk sur X, le patron du réseau, promettait un moment divertissant. Finalement, ce moment a été retardé par une cyberattaque massive. Plus de précisions dans un instant avec la correspondance d'Antoine Lard depuis Washington. En France, la rentrée politique approche, fin de la parenthèse enchantée pour Emmanuel Macron qui va devoir s'atteler à la nomination d'un Premier ministre. Combien de temps peut-il attendre? Quelle stratégie pour la gauche et pour la droite? À suivre l'analyse de François Mickey-Marty, le président de Via Voice. Il est notre invité à 7h45. Les JO, justement, 48 heures après la fin de l'événement, Emmanuel Macron a reçu hier les représentants des entreprises mobilisées. Comment se prépare-t-elle au deuxième rendez-vous, celui des Paralympiques, bien sûr? Olivier Ginon, le président de JL Events, qui gère plus de la moitié des structures de Paris 2024, sera avec nous à 8h15. Mais tout de suite, c'est le journal de Stella Big-Ball. Bonjour Esther. Bonjour Laura. Et on commence ce journal il a démarré avec plus de 40 minutes de retard, mais l'entretien entre Donald Trump et Elon Musk a finalement bien eu lieu. Oui, selon Elon Musk, une cyberattaque massive est venue perturber la diffusion de l'interview à 21h30, heure américaine. Plus d'1 million d'utilisateurs assistaient à la conversation en direct. Avant le show, le commissaire européen Thierry Breton avait envoyé une longue mise en demeure à Elon Musk. Dans ce courrier, il lui était demandé de respecter la nouvelle législation européenne sur les services numériques. Une interview scrutée et perturbée avec seulement 2 sujets abordés, l'immigration et le retrait de la candidature de Joe Biden. Écoutez. Ce que je peux vous dire, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas avoir un démocrate, on ne peut pas avoir Kamala Harris, elle est incompétente, elle est aussi mauvaise que Biden. Regardez Joe Biden, il n'a pas donné d'interview depuis que cette arnaque a commencé. Et dites ce que vous voulez, mais c'était un coup d'État contre un président des États-Unis. Il ne voulait pas se retirer de la course, ils lui ont dit qu'il pouvait se retirer gentiment ou se faire dégager. La course à la Maison-Blanche fait donc son retour sur les réseaux sociaux X. Il faut savoir que Donald Trump n'avait pas publié sur ce réseau depuis environ 1 an. Son dernier tweet daté du 25 août 2023 avec une photo de son fameux mugshot. Cette photo d'identité est réalisée lors de sa comparution devant la justice américaine. Antoine Lard, Donald Trump attendait beaucoup de cet entretien, mais tout ne s'est pas passé comme prévu.
Oui, l'interview a commencé avec beaucoup de retard pendant 40 minutes. Impossible de se connecter au live. La faute, selon Elon Musk, à une cyberattaque massive. Le milliardaire laisse entendre qu'on cherche à museler Donald Trump. Alors l'ancien président finalement a pu prendre la parole devant plus d'1 million d'auditeurs. Il voulait profiter de ce format pour élargir son auditoire et toucher des électeurs qui ne se rendent pas à ses meetings, et aussi pour donner un nouveau souffle à sa campagne. Et de ce point de vue, pas sûr que l'opération soit une réussite. En fait, Donald Trump a déroulé ses thèmes de prédilection comme l'immigration ou la faiblesse de Joe Biden sur la scène internationale sans jamais être contredit ou mis en difficulté. Elon Musk, qui soutient sa candidature, s'est montré particulièrement complaisant. Au final, tout cela donne l'impression d'un Trump qui tourne un peu en rond, et c'est vrai que sa campagne patine depuis le retrait de Joe Biden. Trump n'a pas encore trouvé de stratégie efficace pour contrer l'ascension de Kamala Harris, la candidate démocrate qui désormais le dépasse dans la plupart des sondages. Également dans l'actualité, Atos perd sa place. L'entreprise française ne sera plus partenaire des Jeux Olympiques. Depuis 22 ans, Atos était aux commandes de l'informatique aux Jeux Olympiques, sauf que dès les Jeux d'hiver en 2026, le groupe sera remplacé par l'américain Deloitte. Une annonce amère qui ne gâche en rien le bilan positif tiré par Atos lors des Jeux de Paris. Zidane Azouzi, aucun couac majeur n'a été enregistré. Les 2000 salariés d'Atos mobilisés pour l'événement peuvent souffler. Malgré quelques sueurs froides, comme la panne du logiciel CrowdStrike, une semaine avant la cérémonie d'ouverture, leur quinzaine s'est bien passée. Aucune cyberattaque n'a perturbé le bon déroulement des compétitions, et les sites internet ou les applications officielles ont répondu à une affluence record. Cela fait plus de 20 ans qu'Atos s'est imposé comme le spécialiste mondial de ce type de compétition, puisque le montant de ce contrat, c'est la visibilité de l'événement qui était important pour le groupe. Atos a chiffré à plusieurs centaines de millions d'euros ses autres deals signés grâce au JO. Le groupe assure que la perte de contrat n'a rien à voir avec ses difficultés financières, puisqu'il a été remis en jeu il y a 2 ans. C'est donc l'américain Deloitte qui va récupérer le flambeau. Ça tombe bien dans la perspective des JO de Los Angeles. Il nous faudra reconstruire un réseau de A à Z pour transporter, stocker et protéger les données en temps réel. Le géant américain devra développer des applications et des sites internet capables de supporter des dizaines de millions de connexions simultanées. Au chapitre des entreprises toujours, Porsche annonce son entrée au capital du transporteur Flix. Dans un communiqué, le fabricant automobile confirme un investissement d'environ 10 à 15 millions. L'entrée au capital de Porsche aura lieu d'ici fin 2024. Après de radar mobile à 1000 mètres. De nombreuses sessions en début d'année, Patrick Drahi a annoncé hier la cession des 24,5% qu'il détenait dans l'opérateur British Telecom, une participation importante qui sera cédée à l'Indien Bharti Airtel. Marie-Cœur de Roy. C'est la plus grosse cession de Patrick Drahi depuis le radar mobile à 500 mètres. Démarrage de son opération de désendettement, environ 3,5 milliards d'euros tirés de la vente de sa part dans le britannique BT, une somme qui, selon les calculs de Bloomberg, reste tout de même inférieure d'environ 1,5 milliard d'euros par rapport à ce qu'aurait payé initialement radar mobile à 100 mètres. Patrick Drahi pour cette participation. Cette vente sera également loin de suffire à éponger la dette colossale de l'entreprise qui flirte avec les 60 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Pour autant, elle s'inscrit dans un mouvement plus global qui vise à rassurer les créanciers, mouvement qui s'accélère nettement. Entre les 710 millions que doit rapporter à terme la vente de ses data centers français à Morgan Stanley, celle de sa filiale média dont BFM Business faisait partie à CMA-CGM, la cession de Tids, spécialiste de la pub en ligne pour 1 milliard à une société israélienne, l'ouverture du capital de Sotheby's pour près d'1 milliard également, et maintenant la vente de sa participation dans BT, Patrick Drahi aura récupéré plus de 7,5 milliards d'euros en moins d'1 an. Esther, l'année dernière, près de 50 000 personnes ont perdu la vie à cause de la chaleur. Oui, un chiffre en baisse par rapport à 2022 avec plus de 60 000 décès en Europe. L'une des principales causes de ces épisodes de chaleur est le réchauffement climatique. En France, justement, il fait toujours très chaud. 42 départements sont encore en vigilance orange canicule. Et donc, si vous cherchez un peu de chaleur, de fraîcheur plutôt, il y en aura en Italie. Sauf que si vous partez à la plage, il faudra payer plus cher car la plupart des plages ont été privatisées. Un business juteux dans le viseur de la Commission européenne à Fregene à l'ouest de Rome. L'ouverture à la concurrence de ces concessions fait grogner les opérateurs privés. Timothée Marouzet.
Ils sont des centaines sur le littoral italien à proposer des prestations sur le sable avec parasols, chaises longues, douches, bars et restaurants. Le secteur a prospéré à partir des années 60 et il est toujours très florissant. Le nombre d'exploitants de plages privées a augmenté de 26% ces 10 dernières années. Mais face aux assauts de Bruxelles, Antonio Meneghini, exploitant de plage à Fregene près de Rome, s'inquiète. Le problème existe parce que nous n'avons pas de loi qui nous donne une réglementation pour poursuivre nos activités. Nous ne pouvons pas investir parce que nous ne savons pas comment nous finirons et quel sera l'avenir de nos entreprises. Bruxelles souhaite en effet ouvrir ses concessions à la concurrence après de nombreux avertissements déjà adressés à Rome. Du côté de l'État italien, les signaux sont contradictoires. Le Conseil d'État a voté la fin du statut de concession en mai, mais le gouvernement a reporté sa suppression pour la fin de l'été. Alors pour Fabio Di Viglio, exploitant de plage, c'est le flou le plus total. Disons que par rapport à ce que veut Bruxelles, la situation n'est pas facile à gérer, dans le sens où la libéralisation des plages est une étape importante, surtout dans un pays où le tourisme est l'un des éléments principaux. En fait, cette situation a créé de l'incertitude dans le secteur qui risque de toute façon de s'effondrer. Selon les estimations, l'État italien perçoit 115 millions d'euros par an pour ses concessions. Radar fixe à 1000 mètres. Qui génère à l'année environ 15 milliards d'euros. Merci beaucoup Esther Abitbol. On vous retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau point sur l'actualité. Tout de suite, il est 7h07, l'heure de faire un point sur les marchés. Et on vous retrouve Aude Kersulek en direct d'Euronext. Bonjour Aude. Radar fixe à 500 mètres. Les marchés n'ont pas à saluer la performance de Paris d'avoir hébergé ces Jeux Olympiques, puisque c'est par une baisse qu'on a commencé hier cette semaine. Ouais, c'est vrai, malgré une ouverture en hausse, on n'y est pas arrivé en fin de journée. On a perdu 0,2%, une séance très atone. Radar fixe à 100 mètres. On a eu très peu de volume en ce lundi. Alors on n'attendait pas grand-chose, c'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de choses à l'agenda. Dans des marchés qui ne se sont pas entendus d'ailleurs sur la tendance, parce que Paris était en baisse à cause du luxe, mais ça montait du côté de Francfort ou du côté de Londres. Et puis à Wall Street, pareil, le Dow Jones a fini à la hausse, alors que le Nasdaq perdait quelques points, malgré Nvidia d'ailleurs, qui rebondissait de quasiment 5%. C'était une séance où on attendait de voir, on est dans un entre-deux. Il y a eu cette semaine dernière qui a été très agitée, on s'en souvient, avec les chiffres de l'emploi américain. Et là, cette semaine, on attend d'autres chiffres. Ça va venir crescendo d'ailleurs. Et le point d'orgue, ce sera mercredi avec l'inflation. Donc en attendant, eh bien, on prend quand même ses précautions. On ressent de l'attentisme. Mais on va réessayer ce matin avec du vert à l'ouverture, attendu autour de plus 0,2% sur le futur CAC 40. On sait aussi qu'il L'Asie qui monte en ce moment. Le Nikkei, il était fermé hier, mais il prend quasiment 3%. Bon, il est bien plus volatile en ce moment que les autres indices, mais cette hausse, elle est bonne à prendre, sachant que les taux obligataires aussi sont orientés à la baisse depuis quelques jours. Tant de signaux positifs. Un bémol tout de même, c'est la situation géopolitique au Moyen-Orient, avec ce risque d'escalade dans le conflit qui se précise. Washington qui se prépare à une opération iranienne, et ça fait monter le pétrole parce qu'on est quasiment à $82 ce matin sur le baril de Brent. Et Odile, il va falloir regarder autre chose aujourd'hui, les publications des sociétés dans le secteur de la distribution américaine. Oui, c'est ça, ça commence cet après-midi avec Home Depot, donc du côté de Wall Street. Ça se regarde la distribution américaine parce que c'est un bon indicateur de la consommation des Américains et forcément de la croissance américaine et de ce que regarde aussi la réserve fédérale. Donc Home Depot, on aura aussi Tencent dans la technologie. On aura d'autres résultats de sociétés. En France, on regardera Valneva, et puis en Allemagne, il y en aura encore un peu. Il y aura HelloFresh et Porsche SE. Alors attention, Porsche SE, c'est la holding qui fait partie du DAX et c'est pas directement le constructeur Porsche. Et puis sur le plan macroéconomique, on surveillera l'indice ZOO sur la confiance le sentiment économique au mois d'août, et puis les prix à la production en juillet aux États-Unis, avant donc les prix à la consommation. Là, ce sera demain. Merci beaucoup Aude, on se retrouve dans une petite demi-heure pour un point sur les cryptos. Et on va parler immobilier maintenant avec le rendez-vous de Marie Cœur de Roi, avec un point d'étape sur les marges de négociation. C'est sûrement le moment d'acheter un bien car ces marges restent à des niveaux historiquement élevés, de quoi obtenir des baisses de prix très intéressantes. Enfin,
des données exhaustives sur les marges de négociation en immobilier. Le spécialiste de la data Priceable a recoupé les dernières transactions enregistrées par les notaires avec un historique des annonces immobilières. Et au dernier pointage, ce travail de fourmi nous dit que la marge de négociation culminait en moyenne à près de 8% en France. Alors, quand on compare au prix médian des achats réalisés, cela représente une baisse de prix d'environ 16 000 € par rapport au prix affiché au départ par le vendeur. Ces chiffres s'arrêtent à la fin de l'année dernière, mais ils donnent la mesure de ce qu'on peut réellement obtenir. Sachez par exemple que seuls 6% des biens vendus n'ont pas été négociés sur le dernier trimestre de 2023. Pour un tiers, on est sur une baisse de prix de 5 à 10%. Plus d'un quart sont partis 10 à 20% moins cher. Enfin, on est même au-delà des 20% de baisse de prix pour environ 13% des logements vendus. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Peut-on toujours autant négocier? En attendant la remontée des dernières données des notaires, on peut regarder le baromètre mensuel LPI-IAD qui porte sur le mois de juin et qui nous dit que les marges de négociation continuent d'augmenter. On a même frôlé les 9% à l'échelle nationale et c'est 2 fois plus que la moyenne des 15 dernières années. Alors évidemment, on négocie pas tout de la même manière et sur tout le territoire. Côté appartement, par exemple, sachez qu'on oscille autour de 5,5% de marge en Rhône-Alpes et en Alsace, alors qu'on atteint des marges moyennes autour de 10-12% en Auvergne, Poitou-Charentes, Languedoc-Roussillon, Bourgogne, Limousin et Champagne-Ardenne. Notez que dans les régions les plus chères du moment, en l'occurrence l'Île-de-France et la région PACA, les baisses de prix obtenues en ce moment par les acheteurs oscillent autour de radar mobile à 500 mètres. 7,5%. Vous l'aurez compris, c'est donc plus que jamais le moment de négocier. Les vendeurs le savent, le crédit radar mobile à 300 mètres. Reste compliqué à obtenir, plus compliqué en tout cas qu'il y a 2 ans, et là-dessus les acheteurs n'y pourront rien. Autrement dit, la seule solution pour que l'achat ait radar mobile à 100 mètres. Et lieu, c'est bien que le vendeur baisse ses tarifs. Des vendeurs qui sont en train de payer leur gourmandise de ces derniers mois. Ils ont eu tellement de mal à accepter de baisser leur prix qu'ils sont de plus en plus pressés et accordent des ristournes beaucoup plus élevées qu'ils ne l'auraient souhaité. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus aucun logement à vendre qui ne soit pas négociable, à l'exception évidemment des biens parfaits, mais ils sont assez peu nombreux. Et vous avez d'autant plus intérêt à négocier que plus vous ferez baisser le prix, plus vous ferez également baisser le coût de votre crédit en réduisant sa durée. Marie Cœur de Roy. Et on en vient maintenant à notre chronique Culturia. On le sait, Donald Trump et Kamala Harris débattront le 10 septembre prochain. Débat sur ABC pour un premier face-à-face. Eh bien, figurez-vous que l'intelligence artificielle va pouvoir servir, car aux États-Unis, on l'utilise de plus en plus pour déterminer si un homme politique dit la vérité ou pas. Anthony Morel nous en dit plus sur cette technologie. Imaginez un débat politique ou une interview dans lesquelles chaque phrase se verrait attribuer un score d'authenticité et de sincérité. Eh bien, c'est le principe d'un outil qui s'appelle Speechcraft Analytics, une sorte de détecteur de mensonges de nouvelle génération. Il a notamment été testé pour tester la sincérité des présidentiables à l'élection américaine. On l'a utilisé pendant les discours des uns et des autres. Et cet outil, eh bien, sa particularité, c'est qu'il est capable de détecter des caractéristiques qui sont imperceptibles à l'oreille humaine. En gros, c'est une intelligence artificielle qu'on a entraînée en lui faisant écouter des centaines et des centaines de discours et qui va analyser à la fois les mots que l'on utilise, la syntaxe. Est-ce que une personnalité politique, par exemple, va utiliser des mots très très compliqués pour un concept qui est relativement simple? Ça, c'est en général le signe qu'on essaye de vous enfumer. Et puis des choses aussi beaucoup plus subtiles que ça. Par exemple, les micro-hésitations, le ton et le timbre de la voix, la façon de monter très légèrement dans les aigus ou la cadence des mots qui accélère un tout petit peu de manière très difficilement perceptible à l'oreille humaine. Eh bien, l'algorithme, lui, va le percevoir et surtout, il va pouvoir comparer ce que dit une personnalité avec ce qu'elle a dit 3-6 mois plus tôt et donc avoir ce score de sincérité qui est relativement fiable. Alors la politique, c'est une chose, mais évidemment on peut imaginer plein d'autres cas d'usage. Cette entreprise, elle vend notamment son logiciel à des analystes financiers qui vont s'en servir pour mesurer le niveau de sincérité d'un patron lorsqu'il présente la stratégie de son entreprise, par exemple. Mais on peut aussi imaginer des compagnies d'assurance qui s'en serviraient lorsqu'ils sont
un doute sur une fraude à l'assurance, ou même des applications qui permettraient de mesurer la sincérité de son ou de sa conjointe. Ça peut aller évidemment très très loin. Alors ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on apprenne, nous les humains, à mentir à la machine. Et il y a aussi des techniques pour ça. Et là encore, on ne parle que de l'analyse de la voix. Si on ajoute à cela l'analyse du visage de la personne qui parle, les résultats sont encore plus spectaculaires. Parce que notre corps nous trahit. On sait qu'une bonne partie de la communication est non verbale. Il y a des outils comme l'américain Converus, par exemple, qui vont aller chercher dans nos yeux des choses qui sont imperceptibles pour l'œil humain. Les micro-mouvements des paupières, par exemple. Plein de petites choses qui montrent, là encore, que vous êtes en train de mentir. La technologie intéresse beaucoup le gouvernement américain. Elle est notamment testée par l'administration, les douanes ou encore dans les entretiens d'embauche de certaines ambassades. On pourrait même, accrochez-vous, se servir de ce genre de technologie comme une sorte de détecteur de mensonges qui permettrait de savoir à une banque, rien qu'en voyant votre visage, si elle peut vous accorder un prêt ou non. Anthony Morel, il est 7h16 sur BFM Business et on en vient maintenant à la fin de la quinzaine olympique. Jusqu'à 9h, Good Morning Business. On le sait, l'événement des Jeux Olympiques va apporter un boost du côté de la croissance de l'ordre de 0,25 points, mais du côté du sport, ces JO, ils ont aussi permis à 250 entreprises de nouer des contacts d'affaires via Business France qui a organisé des rencontres. Pour en parler en direct avec nous, Bertrand Avignon, vous êtes le fondateur et le PDG de Cryo Control, une entreprise créée en 2008, basée à Toulouse. Vous êtes spécialisé dans les bains froids pour la récupération des sportifs. Alors tout d'abord, quel a été votre rôle lors de ces JO ? Eh bien, nous avons organisé surtout les sites de compétition et d'entraînement, les espaces de récupération avec nos systèmes de bains froids. Voilà ce que nous avons mis en place et nous avons assumé aussi toute la maintenance de l'utilisation. Combien de bains, combien d'athlètes ? Alors, il y avait à peu près une centaine de bassins. Pour les athlètes, je ne sais pas, mais beaucoup, puisque c'est quand même, ça fait vraiment partie de leur routine quotidienne de l'entraînement et post-match aussi. Parce qu'ils ont eu beaucoup de compétitions enchaînées. Et effectivement, dans un temps très, très réduit, le bain froid est un atout assez clair pour pouvoir passer tous ces caps. On mentionnait ces rencontres organisées par Business France en marge de ces Jeux Olympiques. Vous y avez donc participé ? Oui, tout à fait. On avait le monde chez nous et c'est vrai qu'avec Business France, ça nous a permis de contacter et d'aller voir directement les gens dans les ambassades ou dans ces réunions et de présenter notre offre. Eh bien, justement, selon Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, 500 décideurs de 43 pays étaient présents à ces réunions organisées. Est-ce que vous avez pu échanger avec ces entreprises ? Si oui, lesquelles ? Oui, beaucoup. Alors d'entreprises, pas forcément, mais d'institutionnels et surtout de comités olympiques étrangers, qui sont nous notre principal marché. Il est vrai que pendant toute cette durée, on a échangé, on est allé notamment au Danemark, sur la station Afrique aussi, on a fait les États-Unis. On a sélectionné en fonction de nos prochains objectifs et les prochains GESI qui nous intéressaient. Vous avez fourni des bains froids, maintenance comprise donc au JO de Londres, Tokyo, Rio, Paris maintenant. Plusieurs patrons disent qu'ils ont pu échanger avec les autorités compétentes pour ceux de la ville de Los Angeles. Les radars fixes à 1000 mètres. Prochain JO, est-ce que vous avez pu vous positionner en futur fournisseur ? Effectivement, nous c'est vrai que l'aventure olympique c'était pas d'hier, mais on continue. Nous à chaque Olympiade on essaye de fournir et d'avoir quelque chose de mieux. Là on est arrivé à radar fixe à 500 mètres. Quelque chose de plutôt très très bien puisqu'on a pu éliminer 750 tonnes de glace qui se déversaient dans les bains froids à l'époque par nos systèmes. Et donc on est aussi bien sur l'engagement RSE que sur la performance, ce qui est quand même quelque chose de très important et il sera très important aussi dans le futur puisque à LA, ces marqueurs ne disparaîtront pas. Dans 400 mètres, tournez à gauche vers rue de l'Église. Et nous avons cette ambition effectivement d'aller chercher nos amies américaines.
Oui, vous cherchez ces amis américains puisque vous êtes le leader du secteur, mais face à vous, il y a 2 entreprises, une américaine. Prendre à droite sur N4, puis prendre à droite sur rue de Cordoue. Et une australienne. Est-ce que vous pensez que ces JO, ils ont permis de redorer l'image de la France, de montrer son savoir-faire? Et est-ce que ça vous a donné une vitrine, un avantage par rapport à ces 2 concurrents? Le fait de participer ou d'être dans la grande caravane des Jeux depuis déjà longtemps, c'est